Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Georg Salwe, ou Salwe, je ne sais pas comment il faut dire, s'il y a des Polonais qui passent sur cette chaîne par hasard parce qu'ils n'ont rien de mieux à faire, il faudra qu'ils me corrigent dans les commentaires. C'est un joueur qui est né en 1862, qui est mort en 1920 à Lodz, et Lodz c'est la ville où il s'est installé à la fin des années 1800, et c'est un joueur particulier parce que c'était l'éternel second, l'éternel numéro 2 de la Pologne de la fin du 19e, début du 20e. Et pour autant, c'est un joueur qui est venu à la compétition très très tard, ce qui est assez peu courant pour les joueurs d'un top niveau. C'est un mec qui s'est frotté à la compétition internationale qu'à la vingtaine passée. On peut notamment penser à un tournoi à Kiev en 1903. Et c'est surtout un joueur qui est intéressant puisque c'était le mentor de Rubinstein, qui était à la base son élève et qui ensuite l'a dépassé, surpassé. Ils sont devenus à la fois amis et rivaux. Et c'est un peu les opposés puisque lui vient d'une famille, Rubinstein venait d'une famille très pauvre. Et lui venait plutôt d'une famille de riches industriels, il s'est consacré aux échecs comme un loisir, il avait son boulot d'homme d'affaires ou de businessman à côté, et les échecs c'était un passe-temps, quoi. Mais tout en gardant ça comme un passe-temps, il a quand même atteint un niveau de grand maître, un niveau de top player de l'époque, et c'était un joueur pourtant voilà, qui avait très peu d'érudition, qui a peu travaillé avec les livres, qui est peu sorti de la Pologne pour jouer et se frotter aux autres joueurs internationaux. Donc en ce sens, il est un peu atypique, c'est pour ça que moi il m'a intéressé pour cette série des Rois sans couronne, puisque c'est encore une fois un éternel second, un joueur qui aurait pu peut-être prétendre à une meilleure carrière, peut-être pas champion du monde, mais briller beaucoup plus. Mais voilà, et surtout, ce qui est rigolo, c'est qu'on le connaît surtout pour les parties qu'il a perdues contre des champions du monde ou des top players de l'époque. Pourtant, il a aussi signé de belles victoires et fait avancer un peu les échecs polonais de l'époque. Et donc, ça va être intéressant de voir ça avec un exemple pratique et une partie que j'ai sélectionnée pour vous aujourd'hui. Après ces éléments d'intro, on va passer à la partie qui nous intéresse aujourd'hui. Donc c'est une partie où, avec les Noirs, c'était Rubinstein, qui est normalement la superstar des échecs polonais, qui joue contre son mentor, donc Salve. Mais Rubinstein va très tôt faire une bourde, pour pas dire une connerie à l'ouverture, une imprécision. Et on va voir que ça suffit à ce niveau-là pour se faire complètement désosser quand on joue contre un top player. Donc on va partir tout de suite dans la partie avec E4, C5, donc c'est une sicilienne. On sait que les siciliennes, c'est encore aujourd'hui quelque chose de très à couteau tiré, hyper agressif. Quand les noirs veulent gagner, c'est un bon choix d'ouverture. On est dans une sicilienne classique et plus particulièrement dans la variante Sozine avec le fou en C4 que vous voyez là. Et ce fou en C4, en fait, il vient tout de suite taper là où ça fait mal, c'est-à-dire sur le point le plus vulnérable de l'échiquier, en particulier dans les débuts ouverts, c'est-à-dire le pion F7. Et là, beaucoup de joueurs aujourd'hui, même des joueurs de débutants ou de petit niveau, joueraient E6 quasiment spontanément. Ils auraient raison, puisque E6, c'est le coup qui viendrait fermer la porte du fou C4 et éviter qu'on se fasse étrier, massacrer sur la case F7. C'est un thème qui est vieux comme le monde, mais à l'époque, on dirait que Rubinstein s'est senti un peu pousser des ailes et puis il s'est dit, dans cette position, je vais jouer un schéma idéal, je ne vais pas tenir compte de ce qu'ont fait les blancs, je vais jouer G6. G6, ça me permet de ne pas faire de mauvais fou ici, c'est-à-dire en jouant un E6 et de ne pas enfermer mon fou, et ça me permet surtout de mettre mon fou sur la grande diagonale de ce côté-là, et d'avoir donc une paire de fous super avec les noirs. Sauf qu'en fait, ça c'est un peu ambitieux, c'est un beau raisonnement, mais c'est dans le meilleur des mondes, comme si il se passait rien. Et ça ne tient pas compte du fait que les blancs commencent déjà à mettre la pression sur F7. Et donc après G6, on peut voir que dans cette position-là, les blancs en fait vont tout de suite tirer profit de l'imprécision des noirs et ils vont chercher à punir tout de suite Rubinstein. Et donc les blancs ont joué cavalier prend, on va comprendre pourquoi tout de suite, et après pion prend E5. Et donc ce thème, c'est un thème récurrent des débuts ouverts, des débuts du pion roi. C'est on veut punir les noirs qui, regardez, sont très mal développés. Ils ont toutes les pièces sur la dernière rangée, ils sont complètement sous-développés. Et donc ce qui se passe, c'est que quand on offre le pion en E5, là, si les blancs le prennent, eh bien en fait, il y a un coup qui fait très mal aux noirs. Vous pouvez poser la vidéo si vous voulez le trouver à tête reposée, mais j'espère que vous l'aurez trouvé. C'est fou prend F7. Fou prend F7, c'est un thème récurrent de ces débuts-là, avec le roi qui est pris dans un espèce de grand écart entre protéger la dame D8 et manger le fou F7. Il n'a pas le choix, il ne peut pas partir, et donc on gagne la dame tout de suite dès l'ouverture. Donc, dans ces conditions-là, sur E5, avec les noirs, évidemment Rubinstein, un des meilleurs joueurs du monde de l'époque, il a vu ce piège, il ne s'est pas fait manger la dame comme ça, comme un débutant. Il a joué tout de suite cavalier de D7 et il a gardé ses pièces. Par contre, ça ne suffit pas à rétablir la balance pour les noirs et on peut voir que les noirs vont tout de suite se retrouver face à des problèmes. Là, il y a un nouveau dilemme pour les blancs qui se pose et je pense qu'il y aurait beaucoup de débutants ou de joueurs peut-être pas hyper expérimentés qui se prendraient les pieds dans le tapis, qui se diraient bon allez, je suis venu jusqu'en E5, je vais pousser en E6, je vais essayer de poser des problèmes aux noirs sur les cases blanches. Sauf qu'en fait, cette séquence-là, c'est pas dit qu'on en tire grand-chose en fait avec les blancs, puisque certes, on a tapé le pion F7 qui est près du roi et qui fait des courants d'air près du roi. Mais en fait, c'est très simple pour les noirs de liquider tout ce qui bouge, de jouer cavalier E5, proposer un échange des fous, et ensuite on n'aura plus de jeu sur cette couleur-là. Les noirs joueront fou G7 et petit roc. Il n'y a pas de problème particulier pour les noirs dans cette position-là. Par contre, après cavalier D7,
avec les blancs, Salveux, il a tout de suite appuyé là où ça faisait mal, il a vu un moyen de poser un problème très concret aux noirs. Il a pris en D6, et quand les noirs ont repris, on peut voir un problème qui se dessine, c'est-à-dire que le fou que vous avez en F8, il est pris dans un courant d'air aussi, puisqu'il y a à la fois la sortie qui avait été prévue par Rubinstein, c'est-à-dire le fianchetto en G7, pour se développer sur la grande diagonale, et maintenant une nouvelle sortie qui est apparue en E7. Et tout ça, ça fait des trous sur case noire. Ça fait que le fou, selon la diagonale qu'il choisit, l'autre va rester vacante et qu'on va pouvoir essayer d'en profiter avec les blancs. Et donc, dans cette position, les blancs tout de suite peuvent montrer qu'ils ont un roi plus safe et qu'ils ont une avance de développement, ils peuvent roquer dans de bonnes conditions, et là il y a un dilemme qui se pose pour les noirs. Comme je vous disais, si les noirs jouent par exemple fou G7, qui était leur idée de base, ben en fait on va aller croquer le pion D6 tout de suite, et on a un pion net de plus, un pion central, et en plus on a notre dame qui empêche les noirs de roquer, et c'est l'enfer pour les noirs cette position. Donc pour éviter ça, avec les noirs, Rubinstein s'est dit je vais jouer fou E7, sauf que fou E7, ça laisse un courant d'air catastrophique là en G7, H6, F8 sur les cases noires, et donc ça fait que spontanément vous devez avoir trouvé le prochain coup des blancs qui est fou H6. Fou H6, on empêche les noirs de roquer, et surtout on vient profiter des cases noires qui sont très faibles en fait. On peut jouer fou G7, attaquer la tour et déroquer les noirs, on a plein de menaces dans cette position avec les blancs. Et donc après fou H6, on peut se poser un peu, faire un premier bilan. On voit que les blancs sont en train de dominer complètement la phase d'ouverture. Ils ont sorti leur dernière pièce mineure, ils contrôlent tout l'échiquier, ils vont jouer tour E1, ils vont mettre une tour en D1, ils vont fixer les noirs. Et surtout, si on prend les trois éléments qui servent à évaluer une position selon Dorfman, je ne sais plus quel grand maître, je crois que c'est Dorfman, on sait qu'il y a la sécurité du roi en 1, donc là on peut comparer les deux, on peut voir que les blancs ont roqué, les noirs ne peuvent pas roquer. En 2, il y a le rapport matériel, il y a une égalité matérielle parfaite, c'est-à-dire que les blancs n'ont même pas investi un pion pour avoir cet avantage-là, alors que d'habitude c'est un avantage qu'on peut avoir dans un gambit quand on a filé un pion ou quelque chose en échange, là on n'a même pas, c'est même pas le cas. Enfin on peut parler d'un dernier point, on peut parler de la structure de pion, et on voit qu'il y a 3 îlots chez les noirs, tandis qu'il n'y en a que 2 chez les blancs. Et donc ça fait que les 2 îlots de pions blancs que vous voyez ici, les 3 ici et les 3 là, se protègent entre eux, il n'y a aucune faiblesse, il n'y a pas moyen d'attaquer ça pour les noirs, tandis que les noirs doivent surveiller beaucoup de faiblesses dans leur camp. Pour finir, on peut juste rajouter qu'il y a aussi une grosse avance de développement évidemment pour les blancs. Tous ces éléments, ça fait que tous les facteurs tactiques de la partie vont marcher en faveur de celui qui a respecté les principes d'ouverture, c'est-à-dire les blancs, et la justice divine des échecs va s'abattre tout le temps sur le joueur qui a les noirs, et toutes les combinaisons tactiques vont marcher en défaveur des noirs, et c'est un peu ce qu'on va voir par la suite. Les noirs ont joué cavalier B6 ici, avec l'idée de libérer leur fou, de pouvoir sortir leur pièce tout en gagnant un temps sur le fou C4, donc c'est un coup plutôt logique, fou B3 et D5. Et je pense qu'après D5, il y avait une petite satisfaction sûrement chez Rubinstein, dans le sens où il s'est dit, bon, au moins j'ai fermé la porte de ce fou qui attaquait F7, je l'ai enfermé en B3, et peut-être que maintenant je vais pouvoir un peu sortir la tête de l'eau. En plus, il a un pion au centre, les blancs non plus, c'est une micro-compensation, on va dire, pour toute l'avance de développement qu'ont les blancs. Mais les blancs ont joué tour E1, et en fait tout de suite on voit qu'il réaccentue cette pression sur le roi des noirs qui est resté au centre, qui n'a pas pu roquer, on vient clouer le fou E7, on menace parfois de jouer fou G5, très désagréable, et donc les soucis continuent pour les noirs. Les noirs ont joué fou E6 pour fermer cette colonne et essayer de protéger leur roi. Dame D2, ça c'est un petit coup très logique. Dame D2, bon, l'idée c'est que ça protège le fou. Parfois les noirs peuvent avoir des idées de G5, comme vous voyez ici, et d'essayer d'emmurer notre fou en H6, même si pour l'instant on peut ressortir par la case G7. Et Dame D2, en fait, ça prépare quoi? Ça prépare aussi le fait de lier les tours, tout simplement, et d'activer notre dernière pièce, de la ramener dans le jeu, parce que pour l'instant elle ne joue pas. Une fois qu'on aura joué tour AD1, on aura une position hyper harmonieuse, où on n'aura même pas investi de matériel, et les noirs seront toujours bloqués avec le roi horrible en E8. Là-dessus, les noirs ont joué fou F6, avec l'idée d'installer leur fou sur la grande diagonale, peut-être de contrôler la case G7 pour empêcher le fou H6 de pénétrer, et aussi peut-être pour jouer dame E7 et grand roc pour que le roi qui n'a pas pu jusqu'ici se mettre à l'abri puisse partir en C8 et trouver un peu de répit, quoi. Tour AD1, on active notre dernière pièce, dame E7, et là, premier avertissement, on va dire, pour les noirs que la justice divine des échecs est pas loin. Puisque là, c'est une position où il faut déjà trouver les coups les plus précis avec les blancs. Et évidemment, Salveux, qui était un très fort joueur, n'a pas raté le coche et a plus laissé Rubinstein revenir dans la partie. Il lui a mis la tête sous l'eau jusqu'à la fin de la partie. Et ici, c'est important de trouver le coup cavalier A4. Cavalier A4, c'est un coup qui peut surprendre, puisque ça propose un échange de pièces dans une position où on est en train de mettre la pression à l'adversaire. Or, on sait que quand on est en train d'attaquer, que l'adversaire est acculé, qu'il a toutes ses pièces qui se marchent dessus, c'est pas une bonne idée d'échanger du matériel, il faut le laisser se dépatouiller avec ses pièces, plutôt que relâcher la pression. Par contre, il y a une idée particulière en fait derrière le coup cavalier A4. La première idée, c'est qu'on veut libérer le pion C pour pouvoir pousser en C4 et ouvrir les cases blanches et libérer notre fou. La deuxième idée, c'est que si les noirs échangent, en fait, on réactive notre fou sur une faiblesse qui est le pion en C6, avec plusieurs menaces, notamment la fourchette 3 tours. Et donc, encore une fois, on empêche les noirs de roquer,
puisqu'ils sont tout le temps en train de courir après le temps et de défendre une nouvelle faiblesse, ils font que défendre des trucs dans leur position. La dernière idée, c'est que le cavalier qui était là, il gênait notre dame qui va pouvoir partir sur les cases noires en A5 si le roi se met de ce côté-là. Donc il y a 3 objectifs derrière le coup cavalier A4, c'est important de voir que c'est un coup fantastique dans la position. Les noirs auraient dû quand même auraient dû ne pas rater le coche et jouer grand roc, mettre le roi à l'abri une fois pour toutes. Mais en fait, il a eu peur par exemple, de dame A5 et ça se comprend parce que humainement, on voit dame A5, on se dit bon, je vais me faire défoncer, je vais me faire mater. Il y a la dame attaque tout, elle attaque B6, elle attaque A7. On a une case forte en C5 pour notre cavalier. Bon, cette position elle a l'air terrible à jouer. La dame vient protéger la case forte en C5, c'est pour ça que je dis ça. Tous ces éléments, ça fait qu'on n'a pas envie de mettre le roi de ce côté-là où la structure de pion est ravagée. Bon, ça fait pas rêver la position des noirs. Mais en fait, ça aurait été mieux que le coup qu'il a choisi, qui est le coup cavalier D7. Cavalier D7, il a rapatrié son cavalier pour refuser l'échange et laisser ce cavalier un peu hors jeu. Donc ça peut un peu se comprendre. Sauf qu'en fait, il est passé à travers Rubinstein une idée très forte dans la position, qui est le coup C4. Et C4, c'est thématique, c'est-à-dire que on vient taper au centre pour ouvrir la colonne D. On peut remarquer que sur la colonne D, on a doublé 2 pièces, ici, donc on a très envie d'ouvrir la colonne D. Et la blague, c'est que si les noirs se disent je gagne un pion en prenant C4, en fait, rien du tout, parce qu'après fou prend C4, le fou aussi s'est cloué, il est attaqué, et en fait les noirs ne peuvent pas manger notre fou en C4 puisqu'ils ont la dame et le roi sur la colonne E, et que nous on a bien placé nos tours sur les colonnes ouvertes. Tous ces éléments, vous voyez, qui marchent en faveur des blancs, c'est un peu ce que je vous disais fallait respecter les principes d'ouverture au début, et là maintenant c'est trop tard et ça se paye cash contre un adversaire de ce niveau-là. Sur C4, les noirs ils ont pris une décision qui est profondément logique et humaine, ils se sont dit on va garder le centre fermé pour pas se faire tout de suite éclater, donc on va jouer D4. D4, ça ferme le jeu. Par contre, les blancs ne sont pas du tout obligés d'accepter de fermer le jeu. Et en fait, les blancs peuvent continuer à mettre la pression avec C5. C5, on réouvre la diagonale qui venait de se fermer. On remet la pression sur ce fou en E6. Alors ce fou, je pense qu'il a la migraine, parce qu'il est attaqué par la tour E1, par le fou B3, il est harcelé de toutes parts. Et donc en fait, la position des noirs n'est pas agréable ici. Et on comprend qu'il est craqué, Rubinstein, dans cette position-là. Il a été mangé le pion C5, puisque le pion C5 est gratuit. Il a attaqué 2 fois, protégé qu'une seule fois. Et donc les noirs ont joué cavalier prend, dame prend, en se disant ça échange du matériel, donc ça m'aide, et ça échange une deuxième paire de pièces ici. Mais en fait, dans cette position, à la fin de cette séquence forcée, on voit que les blancs ont récupéré le pion de moins, mais est-ce que l'attaque contre le roi noir s'est arrêtée pour autant? Non, c'est pas le cas en fait. Donc les noirs qui pensaient avoir, en rendant le pion, échangé 2 paires de pièces, avoir peut-être un peu de répit, ben en fait on peut voir que c'est pas le cas du tout et que l'attaque continue. Alors là dans cette position, Salveux, peut-être en manque de temps, il s'est compliqué la vie, il a raté un gain. Le gain le plus simple, c'est encore plus simple à voir avec la machine, c'est tour prend F6 et le module trouve un mat forcé en 11 coups. Donc bon, on va pas, je vais faire très simple, mais l'essentiel de la variante c'est qu'on extrait le roi en fait, et on peut l'extraire de manière forcée, puisque en fait il y a un très joli coup dans cette position où les noirs ont l'impression qu'ils défendent avec leur dame et qu'ils ont réussi à éteindre l'incendie. En fait on a le coup fou G5, qui est très joli, et qui permet d'écarter le roi de la défense de la dame, puisque la dame est clouée sur le roi, donc la dame des noirs ne peut pas manger le fou, et le roi, s'il vient manger le fou, on fait dame prend dame échec. On peut aussi penser à fou G7, bon, il y a tout qui a l'air de raser dans cette position, tellement l'initiative des blancs est forte. D'ailleurs, c'est assez joli d'avoir 5 pièces alignées sur la même diagonale, c'est assez rare pour le souligner. Mais bref, dans cette position-là, à la place, peut-être qu'il avait plus de temps, je sais pas, il a joué tour E1, il a juste protégé sa tour, il a doublé sur la colonne ouverte la colonne E, et en fait il dit au noir, bah, trouve un coup, démerde-toi avec ta poubelle et les trous partout, les courants d'air, et le roi en F7. Et donc là, Rubinstein joue tour D8 avec l'idée peut-être de roquer à la main plus tard dans un monde idéal, c'est-à-dire que s'il arrive à remettre le roi derrière, ce sera comme s'il avait roqué, ça s'appelle roquer à la main ce genre de manœuvre, peut-être pour ça qu'il a choisi cette tour-là, sauf qu'en fait ça suffit pas à sauver les meubles pour les noirs, puisque les blancs vont pas laisser les noirs respirer, il joue dame F4, il vient harceler le fou F6 qui est cloué, ça on sait que c'est un principe, qui est cloué maintenant, c'est un principe de base, quand votre adversaire il a une pièce qui est clouée, il faut l'attaquer le plus de fois possible, on voit que là, le fou F6, il est attaqué et par la dame F4 et par la tour E6. Et en fait, ça ne permet pas aux noirs de régler, de développer leurs propres idées, de faire leurs plans, etc. Ils sont obligés de jouer dans l'urgence et de protéger cette pièce, sinon ils vont la perdre avec un mat dans la foulée. Puisque là, on menace dame prend et dame G7 mat. Donc dame F5, seul coup, pour proposer un échange de dames, essayer d'alléger la pression et protéger le fou F6. Dame C7 échec, on vient attaquer de l'autre côté, parce qu'évidemment, on n'a pas du tout intérêt à échanger les dames dans cette position, on ne veut surtout pas laisser les noirs respirer. Dame C7 échec, roi G8, dame prend C6, et en fait l'idée dame prend C6, c'est ce que je vous indique avec la flèche, c'est pas tant de gagner un pion que d'aller réinstaller la dame en C4 sur les cases blanches, d'où elle va pouvoir viser le roi en G8 à la découverte quand cette tour partira.
Ça, c'est un thème évidemment classique des attaques, mais là, on est en train d'attaquer sur le roi qui est sur case blanche et on va passer par la case C4 pour poser un problème au noir. Donc dame prend C6, fou G5 pour proposer un échange de pièces, essayer de respirer. Dame C4, menace une découverte désagréable avec tour E8. Donc tour E8, si les blancs peuvent jouer tour E8 échec double, ça va gratter très fort pour les noirs. Et donc après dame C4, il y a déjà un gros problème, on dirait qu'il n'y a plus de coups, tellement leur position est catastrophique. Les noirs ont joué fou prend, tour E8, et là ça a dû gratter derrière la tête parce que dame G8, et tour prend D8, et dans cette position, en fait, tout le matériel des noirs tombe, et les noirs ont abandonné après tour prend A8, puisqu'il y a trop de déficit matériel pour continuer la partie, et les menaces n'arrêtent pas pour autant. C'est-à-dire que les blancs ont gagné matériellement, mais en plus de ça, ils sont en train de continuer à menacer mat, ou de gagner la dame, ou tout ce que vous voulez. Et donc, dans cette position-là, Rubinstein a abandonné, il aurait pu abandonner avant, mais ça nous fournit une partie qui est quand même hyper instructive dans le sens où dès l'ouverture, les blancs ont pris l'avantage quand les noirs se sont pas occupés de restreindre l'activité du fou C4 que vous avez ici. Ils auraient dû jouer E6, comme je vous ai dit, pour fermer cette activité-là, fermer cette diagonale sur F7. À la place, ils se sont mangés un thème très classique de bélier, comme ça, d'un pion qui avance, qui ouvre les lignes et qui empêche les noirs de poursuivre leur développement dans de bonnes conditions. On fait des courants d'air partout, et après on met la pression aux noirs qui ont le roi exposé au centre, une structure de pion catastrophique. C'était un peu le thème de cette partie, et ça montre aussi que Salveux, qui avait 20 ans de plus que son élève et son rival Rubinstein, avait quand même beaucoup de tours dans son sac, pour parler comme un vieux, et il a su poser des problèmes énormes à un mec qui était monstrueux en face, qui était aspirant champion du monde, numéro 2 mondial, etc. Et on peut voir qu'il lui a vraiment donné une leçon sur cette partie dans les débuts ouverts. Et ça a dû être rigolo pour Rubinstein, parce que Rubinstein était très solide comme joueur, très posé, très serein. Alors pas forcément dans sa tête et dans sa vie de tous les jours, puisqu'il était très stressé, mais je veux dire qu'il aimait bien les débuts calmes et les parties aller jusqu'en finale, etc. Et là, il s'est fait tout de suite agresser. Il a tout de suite eu des problèmes et un roi à poil, et ça n'a pas dû lui plaire de jouer cette partie contre Salveux. Voilà, j'espère que cette partie aura été instructive et que vous aurez retenu ce thème du bélier, de l'ouverture des cases comme ça sur la diagonale du fou C4 vers F7. Et je vous dis à bientôt.